Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Bonjour, c'est le cinéma de papa. On se retrouve un peu par surprise pour la sortie du trailer du prochain Jurassic Park Dominion en anglais et Jurassic Park Le Monde d'après en français, qui fait écho au Monde perdu, qui était le titre du second épisode réalisé par Spielberg. C'est une franchise que j'aime particulièrement, en tout cas pour les deux premiers volets. J'ai un attachement aussi pour le troisième de Joe Johnston, que j'avais découvert assez jeune malgré tout, et qui m'avait bien plu, même s'il est beaucoup plus anecdotique comme film que l'était surtout le premier, et même le deuxième finalement. Le premier film a compté énormément pour l'histoire du cinéma, pour le public en général. Moi en particulier, le film m'a émerveillé étant enfant, j'étais passionné par les dinosaures étant gamin, donc forcément ça avait un écho particulier. Depuis la reprise de la franchise par Colin Trevorrow avec Jurassic World premier du nom, j'avais été un petit peu moins séduit quand même par la proposition. Je trouvais que c'était un petit peu too much par moment. Je trouvais que c'était un petit peu con aussi que les personnages refassent les mêmes erreurs que dans les premiers films. Bon, voilà, c'était justifié aussi parce que par ce grand spectacle, et puis le film était aussi une sorte de commentaire sur lui-même, en fait, sur sa propre existence. Un petit peu cynique finalement. Mais bon, voilà, ça passait. Le deuxième volet de cette nouvelle trilogie, Fallen Kingdom, m'avait un petit peu plus emballé, même s'il a été pas mal critiqué pour tout un tas de raisons justifiées à mon sens, mais il m'avait quand même... il apportait quelque chose d'autre. Ce n'était pas qu'une copie du premier Jurassic Park. Là, on allait vraiment sur une autre voie qui semble se concrétiser avec ce nouvel épisode, donc qui voit revenir Colin Trevorrow à la réalisation après avoir confié les rênes à Juan Bayona pour le deuxième. Donc, le film nous fait la promesse d'une grande réunion de famille avec tous les personnages qu'on a appréciés et aimés depuis maintenant 30 ans, avec Alan Grant, Ellie, Ian Malcolm, et puis ces nouveaux personnages de Wen, Claire, etc. Donc il y a cette promesse-là de les revoir tous ensemble, parce que c'est vrai que depuis même le deuxième épisode, les trois héros originaux n'ont jamais été réunis, puisque dans le deuxième épisode c'est Jeff Goldblum le héros, et dans le troisième on apercevait vite fait Laura Dern, mais c'était Sam Neill le personnage principal. Donc là c'est la promesse d'une grande réunion de famille, donc on espère qu'elle sera à la hauteur au moins de ce côté-là. Pour ce qui est de la bande-annonce. Donc, la bande-annonce s'ouvre dans un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir spécialement dans un Jurassic Park, qui nous a habitués plutôt à des décors forestiers, ou des décors urbains, mais plutôt nocturnes. Là, on se retrouve dans des espèces de montagnes, ou un endroit un petit peu vallonné, qui se retrouve sous la neige. Donc, déjà, c'est quelque chose qui visuellement détonne un petit peu dans la saga. Et on voit des animaux à l'état sauvage, puisque on se souvient qu'à la fin du 2, les animaux arrivaient à s'échapper et donc se retrouver dans la nature. On voit qu'ils sont poursuivis par plusieurs hommes à cheval, dans une image qui rappelle un petit peu un côté western dont on a l'habitude dans le cinéma américain. Et il s'avère que c'est Owen, joué par Chris Pratt, qui du coup est à la poursuite de ces dinosaures, dans une sorte d'écho un petit peu dans ces scènes de poursuite à moto dans le premier Jurassic World. Pareil, on voit qu'il a toujours cet instinct de dresseur qu'il avait avec les vélociraptors par le passé. Là, avec un dinosaure dont je me souviens plus le nom, je les connaissais tous étant enfant, mais là je me retrouve un petit peu asséché, puisque je me souviens de pratiquement aucun nom de dinosaure, c'est terrible. En tout cas, il semble avoir capturé l'un des dinosaures en question, et il a le contact facile avec eux. Donc là, on a un brachiosaure, là, ça y est, je m'en souviens, ou en tout cas un diplodocus ou un brachiosaure, je sais plus exactement, qui se retrouve devant des ouvriers, une sorte de scierie, dans un plan qui fait un peu écho justement à la première découverte des brachiosaures dans le premier Jurassic Park.
Sauf que, et c'est quelque chose que je regrettais un petit peu déjà sur le tout premier Jurassic World, c'était ce manque d'ampleur, de grandeur, de cadre, qui fait un peu défaut. Là, le dinosaure se retrouve un petit peu bord cadre, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas forcément une impression de gigantisme, comme pouvait l'avoir fait Spielberg sur ses films à lui. Là, c'est très contenu, ça fait très télévisuel, en fait, comme réal. Enfin, comme choix de cadre, en tout cas. Et je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, l'image en soi est bien réalisée. Enfin, je dirais bien, les effets spéciaux sont très bons. Mais ouais, je trouve que ça manque un petit peu d'ampleur. Donc là, on retrouve le Vélociraptor, si j'ai bien reconnu, qui s'appelle Blue, il me semble, qui avait été dressé par Chris Pratt, Owen, et qui semble avoir un enfant, un petit, qu'elle protège. Là, c'est pareil, il y a cette intégration dans ce décor enneigé qui est vraiment sympa au niveau de l'image, parce qu'en plus, du coup, Blue a des teintes bleutées, donc ça s'intègre vraiment pas mal dans l'image. C'est plutôt sympa à regarder. Donc là, Blue retrouve Owen et Claire, enfin je crois que c'est Claire, qui vivent dans les bois apparemment, et je ne sais pas par quel hasard ils se sont retrouvés, mais en tout cas ils se retrouvent, et Blue semble se méfier de lui pour l'instant, ce qui je pense ne va pas forcément durer. Là on passe sur une attaque de mosasaure, il me semble que c'est un mosasaure, je suis pas sûr, un peu comme dans le bassin, là, dans le premier Jurassic World, qui bouffait le requin. Voilà, je pense que le film va nous montrer un petit peu comment se passe l'intégration des dinosaures dans le monde, dans cohabitation avec les humains. Et donc on risque d'avoir plusieurs scénettes qui sont pas forcément liées les unes aux autres. Là, je suis pas certain qu'on aura forcément un des personnages principaux sur le bateau, mais en tout cas on risque d'avoir des scénettes pour nous montrer un petit peu comment se passe la vie en cohabitation avec les dinosaures. Dont celle-ci, par exemple, c'est typiquement ce genre de scène qui nous avait été présentée dans une sorte de petit prologue il y a quelques mois déjà, et qui est vraiment sympa pour le coup, parce que déjà le dinosaure est super bien fait. Je me demande si c'est pas un animatronique même, parce que là, honnêtement, visuellement, en tout cas, ça rend vraiment très bien. Et la mise en abîme, voilà, avec l'écran derrière et tout, avec la pellicule qui est en train de brûler derrière, c'est très sympa. Et ouais, c'était une petite scène qui avait été dévoilée déjà sur internet et qui était franchement cool à regarder. Donc là on retrouve Ellie Sattler, qu'on n'avait pas revue depuis 2000, c'est-à-dire depuis Jurassic Park 3 où elle avait vraiment une toute petite apparition. Et elle semble venir chercher Alan Grant. On sent que c'est elle qui lui propose de partir à l'aventure avec elle. Et donc, c'est pareil, ça fait plaisir de la revoir, dans le sens où déjà, Laura Dern est une superbe actrice que j'adore suivre. J'adore suivre son travail, que ce soit chez David Lynch, que ce soit dans ses apparitions récentes, notamment Marriage Story. Et c'est une actrice formidable. Et donc, je suis vraiment content de la revoir, reprendre son rôle 20 ans après, un peu plus de 20 ans après. Donc c'est très sympa. Et là, Sam Neill, pareil, ça fait 20 ans qu'il n'est pas apparu dans la saga. La dernière fois, c'était pour Jurassic Park 3 également, dont il était le personnage principal. Un film où il était un petit peu en dessous par rapport à sa prestation dans le premier Jurassic Park, évidemment. Mais où il restait digne quand même, c'était un bon personnage, ça reste un bon personnage. Donc là, on sent qu'il a pris de la bouteille, évidemment, même si l'acteur vieillit très très bien. Voilà, on sent qu'il s'est un petit peu détaché de ça, mais il continue a priori de faire de l'archéologie puisqu'on le voit sur un camp de base, un petit peu comme dans le premier Jurassic Park. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir, pareil, de revoir Sam Neill, qui est un grand acteur. Donc rien que pour ça, l'image fait plaisir. Et c'est marrant d'ailleurs, sur cette image, il a quasiment la même position et le même regard que sur une des images de Jurassic Park. Bon, je saurais pas si c'était le moment exact, mais en tout cas... on sent que même 30 ans après, il a toujours la même prestance et c'est sympa aussi. Donc voilà, on voit la cohabitation pareil avec cette race de dinosaures dont j'ai oublié le nom et des chevaux. Voilà, ça doit être des plans de coupe à mon avis pour passer d'une scène à l'autre. Là on voit Claire dans une mauvaise posture avec un dinosaure. Alors je crois pas que ce soit un vélociraptor. Mais en tout cas on voit que contrairement au premier Jurassic Park où les dinosaures étaient sans plumes, étaient des êtres d'écailles,
Là, ils ont intégré le fait que les dinosaures avaient des plumes, c'est aujourd'hui une certitude. Et donc, comment ils vont le justifier? Parce qu'ils avaient dit justement que, après coup, ils avaient expliqué que les dinosaures de Jurassic Park n'avaient pas de plumes puisqu'ils avaient été, leur ADN avait été complété avec celui de grenouilles, et donc que c'était des ADN modifiés et que ils n'étaient pas complètement exacts par rapport à la vérité qu'étaient les dinosaures par le passé. Là, comment ils vont justifier le fait qu'il y ait des dinosaures avec des plumes? Bon, on verra. Est-ce qu'ils ont encore fait des manipulations génétiques qui font que... Je ne me souviens plus si, sur les 2 derniers volets, justement, c'était quelque chose qui était déjà intégré ou pas. Je les ai pas assez frais dans la tête pour en être sûr. En tout cas, voilà. Là, on voit que ça n'est pas un Vélociraptor, parce qu'on voit des griffes quand même assez longues derrière, qui n'ont pas l'air d'être celles de Vélociraptor, mais Claire semble en mauvaise posture. Ah voilà, donc là non, c'est pas le bec d'un Vélociraptor. Donc on verra, peut-être que c'est un nouveau dinosaure qui n'est pas encore apparu dans la franchise, mais le plan est très sympa. Et le retour de Jeff Goldblum, qui lui était apparu dans le premier Jurassic Park et dans le second, puis qui avait fait une apparition dans Fallen Kingdom avec une grosse barbe, qu'il a, semble-t-il, rasé depuis. Et c'est pareil, Ian Malcolm, c'est quand même un personnage qu'on adore, et voilà, j'espère qu'il va être bien exploité, j'espère qu'il aura un rôle plus conséquent, mais ça semble se confirmer par la bande-annonce, que dans le précédent volet où c'était vraiment juste un petit caméo. Mais en tout cas, ça fait plaisir, c'est pareil, Jeff Goldblum, ça reste un acteur, pour moi, très important, donc le voir, c'est forcément un plaisir. Donc là, on revoit des souches ADN, ça veut pouvoir dire qu'il y a encore justement cette manipulation génétique opérée sur des créatures. Et le fait qu'il y ait le docteur Yu qui soit encore là, est-ce que c'est le principal antagoniste du film? Est-ce qu'il est encore dans une sorte de folie qui le pousse à continuer? On verra, on aura la réponse très bientôt. Donc là, changement de décor, et en voyant la bande-annonce, alors je saurais pas dire exactement où c'est, il y a peut-être des éléments qui m'échappent et qui seraient plus précis, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est dans une ville soit européenne, soit sud-américaine, mais en tout cas un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus dans la saga. Alors est-ce que les héros vont faire une sorte de voyage, de tour du monde pour traquer les dinosaures, ou est-ce que... je sais pas, mais en tout cas le fait que ça change un petit peu de géographie, c'est intéressant, parce que c'est l'un des points négatifs qu'on peut apporter sur la saga depuis quelques films, c'est que c'est un peu répétitif, on est souvent sur l'île, ou alors de nuit dans une ville. Là, au moins, on a une variété de décors et potentiellement de pays qui peut être intéressant à exploiter. Donc là, on retrouve les Vélociraptors qui courent après Claire de toit en toit, et là, on a cette base en plein milieu d'une forêt. Donc une base qui, je crois, n'est jamais apparue dans la saga, ou peut-être que je m'en souviens plus, mais en tout cas ça fait très décor de James Bond. Et là, après c'est pareil, c'est dans le montage, mais on a l'impression qu'en tout cas Alan Grant s'y rend. Et voilà, dans un décor enneigé, là on retrouve un Vélociraptor tel qu'il est représenté aujourd'hui par les paléontologues et tout, avec des plumes, avec de longues plumes même au niveau des avant-bras et tout. Et c'est sympa à voir parce que justement ça change un petit peu de cette représentation très reptilienne qu'on a depuis le premier Jurassic Park. Et du coup on change un petit peu là en plus de décor, mais en plus en termes de menaces, c'est quelque chose, c'est une petite évolution quand même. Donc là ce plan est assez énigmatique parce que on a 2 enfants qui sortent en courant d'une, je sais pas, peut-être d'une petite volière ou alors une cabane, je sais pas trop, derrière eux, avec tout un tas de créatures, des insectes a priori, qui semblent s'en échapper. Alors d'où viennent-ils? Est-ce que je sais pas trop. C'est pareil, est-ce que ces enfants sont des personnages auxquels on va accorder beaucoup d'importance dans le film, ou est-ce que c'est juste par exemple une scène d'intro ou quoi que ce soit? On ne sait pas, mais en tout cas c'est très énigmatique, ces insectes qui volent. Est-ce que c'est un dinosaure qui a attaqué un nid d'insectes, ou voilà, on sait pas trop. Mais en tout cas le plan est très sympa. Donc là, retour dans les rues soit européennes, soit sud-américaines, avec une course-poursuite entre des Vélociraptors et Owen, du coup qui font là encore plus clairement écho au tout premier Jurassic World.
Et c'est étonnant ce plan parce que ça fait très course-poursuite un peu à la Jason Bourne ou voilà. Mais là, le fait d'avoir des dinosaures derrière, tout de suite, ça fait un truc un petit peu décalé. Donc on va voir comment ça s'intègre vraiment dans le récit. Mais là, voilà, il arrive devant des tyrannosaures, a priori. Il y avait des vélociraptors qui lui couraient après. Bon, c'est en fait là, ce plan-là, par exemple, me fait me poser la question quel sera le niveau de violence du film, parce que là, on a quand même deux gros prédateurs sur une place d'une petite ville, enfin une ville, et avec des personnes qui sont en terrasse, avec des personnes qui courent devant eux. À quel niveau la violence va s'élever dans le film? Est-ce que ça sera vraiment une menace, ou est-ce que du coup ce sera voilà des animaux qui passent et puis on est habitué et puis c'est comme ça. Le film, enfin la bande-annonce en tout cas montre quand même une certaine menace, mais pour le coup il faudra quand même les rendre menaçants, c'est-à-dire vraiment les rendre un peu violents quand même. Donc cette violence graphique, ça fait un petit moment déjà que je trouve qu'elle a un peu abandonné la saga. Donc je serais plutôt content de la retrouver quand même au sein de la franchise. Donc là on retrouve Owen et Claire et un troisième personnage dont j'ignore l'identité, peut-être que vous pourrez me renseigner en commentaire, qui sont dans un avion et qui sont attaqués par une créature volante qui semble être un ptérodactyle, je crois. En tout cas une bête assez menaçante. Pareil, avec une représentation un peu plus dufteuse, avec des plumes, contrairement à Jurassic Park 3 où on l'apercevait aussi ce dinosaure-là, principalement constitué d'écailles. Donc là, des plans de coupe avec un Triceratops qui défonce un 4x4. J'adore le Triceratops, donc je suis content qu'on le revoie dans le film. Et là, un plan, alors je crois que c'est la mâchoire d'un T-Rex, mais je suis pas certain, avec une personne dans une cage. En tout cas, qui a l'air en plutôt mauvaise posture. Et là, première image du choc des deux générations, avec Alan Grant d'un côté et Owen de l'autre, avec cette petite derrière, mais je crois que c'est la petite qui était à la fin de Fallen Kingdom, enfin j'ai un trou de mémoire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais il me semble que c'est la petite de la fin du deuxième film. Là on retrouve Claire face aux dinosaures, alors c'est pareil, avec la collerette qui attaquait le mec là dans le premier Jurassic Park, dans la boue. C'est pareil, ça fait plaisir de revoir ce dinosaure parce qu'on l'avait pas revu depuis le premier film. Et voilà, donc là le plan avec toute la réunion de famille, on a Ian Malcolm, Alan Grant, Ellie, Claire, Owen et deux autres personnages, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de les voir tous ensemble. On va voir comment ça s'intègre, est-ce que ça sera bien fait, est-ce que ça sera un petit peu raté comme avait pu l'être la réunion de famille pour les derniers Star Wars. J'espère qu'ils auront respecté quand même un petit peu la mythologie Jurassic Park pour nous offrir quelque chose d'assez classe, et que leur présence ne soit pas réduite à 3-4 scènes. Mais là on voit quand même qu'ils prennent part à l'action, donc ça rassure un petit peu, mais voilà. Et le fait de les voir tous ensemble déjà, voilà. Donc là on a un nouveau dinosaure, ou alors est-ce que c'est l'Indominus Rex, ou son évolution qu'il y avait dans le 2. En tout cas, Alan Grant et Ian Malcolm et Ellie ne semblent pas le connaître, donc on va voir. Moi ce plan me fait très plaisir parce que sur la dernière trilogie Star Wars, un des trucs que je regrettais, c'est qu'on n'avait aucune scène entre les trois héros originaux. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune scène avec Carrie Fisher, Harrison Ford et Mark Hamill, qu'ils se croisaient vite fait, que Leila croisait Han Solo, que Leia avait une scène avec le spectre de Luke, mais on n'avait pas de plan où on les voyait tous les trois. C'était quand même pour moi le truc qu'il fallait faire, quoi. Et là, rien que de voir ce plan-là, ça me fait plaisir parce que du coup, au moins, on comprend ce que souhaitent les spectateurs. Quitte à faire du fanservice, autant le faire jusqu'au bout et proposer vraiment une réunion en bonne et due forme. Donc voilà, le trailer se conclut sur ce plan un peu menaçant pour nos héros. Donc voilà, globalement j'ai trouvé le trailer plutôt efficace, plutôt réussi quand même pour ce qu'il est. Il est assez long quand même, 2 minutes 30, mais dévoile à la fois beaucoup de choses, à la fois on voit nos héros tels qu'on voulait les voir, c'est-à-dire ensemble, on voit la réunion de famille, et à la fois bien peu parce qu'on ne sait pas vraiment quels seront les objectifs pour les personnages principaux, on ne sait pas vraiment
ce qu'ils vont devoir accomplir, parce que j'imagine qu'ils pourront pas régler le problème de la présence des dinosaures sur Terre à eux tout seuls, donc ils vont pas, et puis je pense pas qu'ils vont chercher à les exterminer non plus. Donc quel sera l'objectif? Est-ce que ce sera justement de contenir plutôt une menace humaine qu'autre chose? Ça, le trailer n'en dit pas trop là-dessus. Donc là-dessus, c'est plutôt bienvenu, parce que ça permet de garder un petit peu de fraîcheur quand même pour la découverte qui va bientôt arriver. Donc voilà, c'était une petite analyse, sans trop en connaître, du trailer de Jurassic World Dominion, Jurassic World Le Monde d'après, qui vient de paraître là sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories, quels sont les trucs sur lesquels j'aurais tout faux, sur les noms de dinosaures que j'aurais écorchés, sur les personnages que j'aurais loupés. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!